sur Radio Victoire. Actualité, débat, intervention par téléphone. C'est tous les jours à partir de 7h. Sur la fréquence magique, la 96.3 FM. Audi Actu. Depuis bientôt 3 semaines, la coalition des 14 partis de l'opposition observe une trêve dans les manifestations de rue à travers tout le pays, y compris Lomé, la capitale. Pourquoi ce choix? Est-ce sous pression ou bien c'est un choix volontaire, délibéré? Messieurs et dames, nous en débattons, nous en parlons tout de suite avec un invité d'un parti, disons responsable de parti politique, lequel parti est membre de la coalition des 14. Il s'agit de monsieur Nathaniel Olympio. Encore une fois, monsieur le président, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes président national du parti des Togolais, lequel parti est membre de la coalition C14. Comment se porte le parti des Togolais? Très dynamique, très combatif et très engagé dans la lutte pour que la liberté revienne au Togo, pour que la démocratie soit également expérimentée par les Togolais. Oui, alors, pour que la démocratie soit expérimentée par les Togolais, mais est-ce que la coalition est encore debout sur ses deux pieds? La coalition est engagée dans cette crise pour répondre à une aspiration populaire légitime, celle de voir à la tête de l'État togolais une alternance qui puisse se produire, chose que les Togolais n'ont pas connue depuis plus de 50 longues années. Et la coalition est déterminée comme le peuple togolais à aboutir à cette lutte-là. Alors, mais avant de revenir amplement sur la coalition et ses actions, activités sur le terrain ces temps-ci, alors allons tout d'abord au Burundi où hier le oui l'a emporté sur le non avec 73% des voix des Burundais. Alors, monsieur le président, avez-vous été surpris? Je pense que ce qui se passe au Burundi n'est pas de manière générale une politique qui donne satisfaction aux Burundais. Et les observateurs qui sont très attentifs à ce qui s'y déroule nous indiquent qu'il y a visiblement une gouvernance qui se crispe et qui devient de plus en plus violente sur les populations. Et tout ce qui a été organisé comme référendum, dont on nous donne les résultats très à la soviétique, et je ne suis pas certain que c'est la meilleure manière d'apporter aux Burundais un environnement qui leur permette un développement dans la sérénité et dans l'épanouissement de chacun. La volonté de confiscation du pouvoir est toujours de nature à créer dans un pays des risques dont on peut se passer avec sa cohorte de drames et de misère. Nous devons cesser ce type de pratique et comprendre que la rotation du pouvoir est une nécessité pour la stabilité des pays, pour l'ancrage de la démocratie et pour avoir un espace de sérénité pour le développement. Toutes ces choses disparaissent à partir du moment où un individu ou un groupe d'individus se consacre à confisquer le pouvoir pour leurs seuls besoins personnels. Mais Burundi n'est pas le premier à adopter une telle loi. Et si on se réfère à d'autres pays comme le Congo, Brazza, même le Rwanda et tout, les présidents seront donc au pouvoir ad vitam, comme on le dit. Oui, c'est fort dommage parce que je ne suis pas convaincu que l'éternisation d'un individu au pouvoir donne toujours l'opportunité à cette personne de faire les meilleures choses pour son pays. Et je suis persuadé que lorsqu'on est investi d'une charge à la tête de l'État par les populations dans le cadre d'une élection régulière, démocratique, il est bon que l'on exerce son mandat dans la transparence et surtout dans les délais impartis. Mais la manipulation des textes constitutionnels, la manipulation de la loi fondamentale
pour s'accrocher au pouvoir sous prétexte que soit on n'a pas fini ce qu'on a commencé, soit simplement par l'envie d'exercer le pouvoir d'État de manière continue. Et tout cela ne nous permet pas en Afrique d'avancer normalement dans le développement, et ce sont des choses que nous déplorons, et pour ce qui nous concerne au Togo, des choses que nous combattons. Oui, mais quand même au Cameroun par exemple, en Algérie où le président est grabataire, et dans bien d'autres pays africains, ils n'admettront pas ou ils n'ingurgiteront pas ce que vous êtes en train de dire. Oui, mais parce qu'ils sont dans le fonctionnement illogique qui est le leur, c'est-à-dire s'accrocher au pouvoir vaille que vaille, coûte que coûte, peu importe ce que cela apporte comme misère et drame au pays. Et c'est en ça qu'on voit l'égoïsme qui s'installe, parce que la jouissance des attributs de pouvoir ne peut pas étouffer la nécessité de voir un pays se développer, un pays s'épanouir, la jeunesse s'épanouir. Et donc, on est en face de gens qui finalement sont complètement coupés de la réalité de leur pays et qui s'enferment dans une sorte de tour d'ivoire et ne voient même plus la misère qui se déverse sur le peuple. Et ce n'est pas acceptable. C'est pour ça que les combattants, c'est pour ça que les combattants de la liberté, les combattants de la démocratie doivent être déterminés pour faire face à ces imposteurs. Oui, ces imposteurs, d'accord, mais quand même ils estiment souvent que c'est les populations, les peuples qui, leurs actions leur inspirent confiance et ils renouvellent toujours cette confiance à eux. Oui, tout ça, ça s'appelle de la manipulation. Et quand on a les instruments de l'État à disposition, quand on a les ressources financières de l'État à disposition, on peut se permettre de faire ces gymnastiques qui ne convainc personne. On a déjà vu des dictateurs qui s'époumonent en disant que le peuple les soutient et les heures qui suivent, ce même peuple les chasse du pouvoir. Et ça, c'est déjà vu ailleurs. Et les dictatures ont toujours le même modèle de fonctionnement, c'est-à-dire nier la réalité, c'est-à-dire exercer une répression excessive sur les populations, c'est-à-dire manipuler l'opinion, et tout cela, oui, ça dure un temps, mais ça ne dure pas ad vitam aeternam. Oui, mais quand même, d'autres estiment que la limitation de mandat ne serait pas adaptée au continent noir. Tiens donc, j'aimerais bien qu'on me le démontre. Je suis persuadé que lorsque un acteur politique jouit d'une confiance de ses concitoyens et que cette confiance lui est accordée dans un délai donné, l'engagement moral qui est pris entre cette personnalité et son peuple, c'est de pouvoir exercer son mandat dans le délai imparti. Au-delà de ce délai, eh bien, soit il y a un renouvellement de confiance, soit il y a un rejet de la part de cette population et de cette personnalité-là. Mais quand on veut forcer les choses, parce qu'on estime qu'on est le seul dans le pays à être capable de diriger le peuple, en ce moment-là, on s'oppose à la volonté du peuple, et en ce moment, je pense que le devoir de ce peuple-là, c'est de se dresser pour reconquérir sa souveraineté, de reconquérir sa liberté, parce qu'on ne peut pas confisquer ce qui est la propriété du peuple, c'est-à-dire le pouvoir d'État. On ne peut pas le confisquer par la force en utilisant les propres ressources de ce peuple pour l'opprimer, et c'est simplement quelque chose qui est condamnable, et nous condamnons avec véhémence, et nous combattons également cela pour que, pour ce qui concerne le Togo, on puisse retrouver un environnement de sérénité. Oui, mais quand même le cas du Burundi, est-ce que ce ne serait pas un précédent qui ferait tache d'huile dans d'autres pays, puisque souvent l'homme est tenté de copier le mauvais exemple. Sinon, Nkurunziza serait au pouvoir jusqu'en 2034, si Dieu lui donne vie. Oui, il y a eu des précédents d'ailleurs qui ont mal fini. Et je vous rappellerai au Niger, avec le président Tandja, qui a voulu s'accrocher au pouvoir après avoir passé 2 mandats que d'ailleurs relativement bien réussis sur le plan économique. Mais lorsqu'il a voulu s'accrocher au pouvoir, le peuple nigérien... L'armée l'a déposé. Oui, le peuple nigérien a été en harmonie avec les forces de sécurité et de défense, et il a été tout simplement déposé comme vous le dites. Donc, je suis malheureusement en train de constater que cela ne sert pas toujours de leçon à tout le monde, et que chacun pense que son expérience est unique et différente, mais toutes les dictatures
se termine toujours de la même manière. Les dictatures partent toujours par la violence parce que, eh bien, elles ont toujours gouverné le peuple par la violence, par la manipulation, par la duperie et généralement, comme ils sont enfermés dans leur monde, ils ne voient pas d'autre issue pacifique que une sortie par la violence. Et c'est ça qui est déplorable. Est-ce la jouissance du pouvoir qui amène à ce comportement ou bien il y a d'autres velléités qui sous-tendent cela? Je pense que c'est une question de personnalité. Nous avons déjà vu des chefs d'État qui jouissaient d'une forte popularité et qui ont décidé de quitter le pouvoir. Donc ce n'est pas, je dirais, une fatalité. C'est simplement une question de conception du pouvoir, une question de conception des relations qu'un dirigeant peut avoir avec un peuple. Et quand on finit par minimiser ce peuple, quand on finit par se croire supérieur à ce peuple et à l'ignorer, en ce moment, on est prêt à toutes les dérives et à toutes les compromissions. Ils sont plusieurs milliers de personnes à être blessées gravement et d'autres succombent à la suite de ces blessures. Plusieurs dizaines de morts. C'est ce qu'on a enregistré lors du transfèrement de l'ambassade des États-Unis de Jérusalem, pardon, de Tel Aviv à Jérusalem. Alors, Monsieur Nathaniel Lumpi, vous êtes un acteur politique qui aspire demain à diriger le pays. Comment analysez-vous cette situation inter-israélienne, en tout cas entre Israël et la Palestine? Écoutez, cette décision de l'administration américaine, je pense qu'elle est inopportune et elle a été malheureusement dans sa politique étrangère très anachronique, elle a été soutenue par le régime togolais, qui d'ailleurs a été le seul pays en Afrique à apporter sa caution lors du vote à l'ONU, à cette loi, à cette décision américaine que pratiquement le monde entier a rejeté. Et je pense que le gouvernement togolais, à travers cette danse du ventre au gouvernement américain, pensait jouir d'une certaine complaisance par rapport à ses exactions au Togo, par rapport à sa politique de dictature au Togo. Malheureusement, cela n'a pas empêché, malheureusement, cela n'a pas empêché l'administration américaine de publier un rapport qui met en évidence les bavures, les drames commis par le régime togolais. Donc cela ne veut pas dire quand même que c'était une danse de ventre. Mais bien sûr que c'était le cas, c'était une opération de charme que le Togo voulait faire à un moment où la crise était très forte. Et malheureusement, ça n'a pas payé. Et ça n'a pas payé, mais eh bien, les conséquences que vous avez décrites tout à l'heure à la frontière de Gaza et l'Israël, eh bien, le régime togolais emporte une part de responsabilité. Non, je ne suis pas certain que... L'armée israélienne, est-ce que les États-Unis ont demandé à l'armée israélienne de tirer sur les Palestiniens? Est-ce que le Togo a demandé à une quelconque armée de tirer, d'ouvrir les feux sur les manifestants? Quand vous êtes un dirigeant d'un État et que vous vivez dans un espace politique comme la CEDEAO, et que les grandes questions de cette nature-là sont toujours, je dirais, prises en compte justement par l'espace communautaire pour avoir une harmonie de politique, et bien le Togo est le seul aujourd'hui qui s'est distingué dans notre environnement. Et le Togo est le seul qui s'est distingué en Afrique. On peut se poser des questions. On peut se poser de grandes questions sur la manière dont le Togo considère sa présence au sein de notre espace communautaire. Et vous savez, on note souvent cette particularité du Togo de se distinguer négativement dans la CEDEAO. Négativement, mais dans le cas précis, est-ce qu'on qualifie notre pays, le Togo, de l'ordre de l'humanité? Ça, peut-être les gens peuvent le comprendre sous d'autres dimensions, notamment spirituelles. Et le Togo, voulant se rallier à Israël, qui est aussi, on connaît bien sa portée spirituelle, vous ne voyez pas le rapport? Non, on ne refuse pas que l'on puisse se rapprocher d'un pays ou d'un autre. Ce n'est pas ça la question. La question qui est posée aujourd'hui, c'est est-ce que c'était opportun de soutenir cette décision américaine? C'est ça la question. Et moi je dis sans embâche non, parce que cela ne contribue pas à la recherche de la paix. Tout le monde, la grande majorité des pays dans le monde
pense que Israël a droit à la sécurité et les Palestiniens ont droit à un État. Mais quand on voit la décision qui a été prise par l'administration américaine, ça ne va pas dans le sens de l'apaisement. C'est pour cela que la grande majorité des pays ont contesté cela, ont déploré cela, ont dénoncé cela, sauf mon cher pays, le Togo, qui, dans une politique étrangère que personne ne comprend, et quand ce n'est pas Azerbaïdjan où on va signer des contrats ou je ne sais quoi, eh bien, c'est le soutien à une décision que aucun pays africain ne soutient. Tout cela, ça nous met dans une singularité qui n'honore pas le Togo. C'est pour ça que, quand on ajoute à cela le refus du régime togolais de s'incliner sur la nécessité de limiter les mandats à 2 dans l'espace CEDEAO, on voit que le Togo ne donne aucune considération aux autres pays de cet espace. Mais quand même, aux États-Unis, aucun président n'outrepasse les 2 mandats. Et bien sûr, si, comme vous le dites, si c'est une alliance entre le Togo, l'Israël ou bien les États-Unis, on verra la suite. Non, ce n'est pas une alliance, excusez-moi, ce n'est pas du tout une alliance, c'est simplement un acte opportuniste qui n'a même pas porté les résultats qu'ils espéraient. C'est fort dommage pour ce régime. Revenons donc au Togo. Alors, monsieur Nathaniel Olympio, depuis bientôt 4 mois, vous n'avez plus réussi à mobiliser vos militants dans les rues comme vous en aviez l'habitude en 2017. Est-ce un essoufflement de vos militants ou bien, monsieur le Président, la raison est ailleurs? Les gens qui pensent et qui distillent l'information selon laquelle le peuple togolais serait essoufflé, serait en manque de mobilisation, je crois que c'est de la manipulation de l'opinion. Et je m'en vais vous dire pourquoi. La dernière fois que les Togolais ont décidé de manifester, c'était le 3 février 2018. D'ailleurs, c'est ce jour-là que le régime a parallèlement organisé ce qu'ils ont appelé une prière qui finalement s'est retrouvée très ridicule face au nombre de Togolais qui manifestaient dans les rues ce jour-là. Eh bien, c'est la dernière fois que le peuple togolais a eu l'opportunité d'être dans ses droits constitutionnels de manifester. Depuis ce jour, il n'y a plus jamais eu d'occasion de rassemblement de cette nature. Donc, vous n'avez aucun élément de comparaison qui puisse vous dire que les Togolais sont démobilisés. La seule chose qui se passe aujourd'hui, c'est que le régime a opté pour une violence extrême, a opté pour l'empêchement des citoyens togolais de pouvoir exercer leurs droits en les violentant, en les arrêtant par centaines, je dis bien par centaines. Et nous savons pourquoi ils font ça. Ils ont 2 raisons. Et pourquoi oui. Ils ont 2 raisons qu'ils poursuivent, 2 objectifs qu'ils poursuivent. Le premier objectif, c'est de casser le moral des Togolais, c'est de les traumatiser pour qu'ils aient peur de sortir de chez eux. C'est pour ça, les nuits, ils vont faire des rafles dans les quartiers pour que, à la veille des manifestations, les gens soient apeurés et se tairent. Ça, c'est le premier objectif. Mais il y a également un objectif caché d'ordre électoral. Toutes ces personnes qu'on rafle et qu'on amène dans les commissariats et dans les prisons, dont on prend les identités, dont on prend les empreintes, nous savons parfaitement que tout cela, c'est pour aller constituer une partie du fichier électoral. Ce n'est pas la première fois qu'ils le font. Ils l'ont fait en 2015. Ils le font à chaque fois. Comment ça pourrait se passer avec les empreintes digitales? Mais oui, de manière très technique. On prend les identités des gens, on prend leur empreinte digitale et on va fabriquer des cartes d'électeurs avec la photo d'autrui et ça y est, le tour est joué. Et vous savez, ce régime est très machiavélique. Et dans leur mode de fonctionnement, ne voient pas simplement ce qui est évident, mais il y a toujours des arrière-pensées pour se maintenir au pouvoir. C'est pour ça que toutes ces choses étant dénoncées, ça va leur être extrêmement difficile cette fois-ci. Mais quand même, parlant des rafles, est-ce que ce n'est pas une opération de routine où on amène les Togolais à pouvoir disposer ou avoir sur eux leurs pièces d'identité? Oui, ce serait très bien dans un pays où les choses fonctionnent normalement. Mais dans un pays où l'État refuse de donner l'acte de naissance aux citoyens togolais, où environ 75% des Togolais n'ont pas de pièce d'identité, vous voulez contrôler qui? La faute à l'État? Donc, dites-vous? Bien entendu, c'est la responsabilité et la faute politique de l'État. Mais si les parents ne déclarent pas leurs enfants à l'état civil?
c'est la faute à l'État. C'est la faute à l'État parce que dans tous les pays du monde, lorsque l'on se retrouve dans une telle situation, on organise des audiences foraines pour donner des pièces d'identité aux gens, pour donner un acte de naissance aux gens, pour que les gens soient considérés comme des citoyens et reconnus comme tels. Au Togo, nous n'avons pas de citoyens togolais finalement, puisqu'ils ne sont même pas reconnus par l'État. L'État ne leur délivre pas une pièce d'identité nationale. Mais ils ne sont pas non plus des apatrides. Mais je n'en sais rien. Ils ne peuvent pas se prévaloir aujourd'hui légalement d'être togolais. Donc, je ne peux pas comprendre que on fasse des rafles et que même les gens qui ont leur pièce d'identité, on les embarque, on les enferme. Pourquoi? Vous me direz que c'est la sécurité également? Le délégué national aux affaires intérieures du Parti des Togolais a souffert de cette situation, a été molesté. Collaborateur, monsieur Nimdewa Atapama, il a été molesté. Comme tous les autres citoyens, c'est inacceptable dans un pays où les citoyens ne recherchent que la paix. Donc, vous comprenez que ce régime veut tout mettre en œuvre pour traumatiser les Togolais, pour qu'il n'y ait même pas un soupçon de contestation. Mais il se trompe. Oui, mais quand même, on vous avait brandi aussi que vous aviez pris un engagement, même si c'est moral, de ne plus manifester pendant que le dialogue se déroule. Alors, il y a... Aviez-vous enfreint au niveau de la coalition à cette règle, cette disposition? Il y a beaucoup de choses que les gens ne connaissent pas. Et je vais vous dire une chose. Lorsque cet engagement a été arraché à la coalition, et j'utilise le terme à dessein, il a toujours été question que la coalition avait le droit de manifester à tout moment qu'il considérait que les droits des Togolais étaient bafoués à travers ce dialogue-là. Et c'est pour ça que depuis le 19 février, date de début de ce dialogue, la coalition a toujours déposé une lettre d'information chaque semaine en vue de pouvoir manifester. Ça a été toujours comme ça. Donc le principe même que la coalition puisse manifester à tout moment s'il y avait un blocage dans le dialogue était un principe acquis, y compris par le facilitateur. Aujourd'hui, je voudrais dire ça au peuple togolais. Et donc, c'est par mauvaise foi que le régime togolais vient se saisir de cet aménagement, je dirais, pour interdire les manifestations. Ils ont interdit, parce qu'ils nous ont écrit une lettre disant que les manifestations étaient interdites pendant la période. Mais c'est une méprise totale, c'est une manipulation de l'opinion et c'est un manque de respect pour les décisions. Mais quand même, à cette même occasion, parallèlement à votre engagement, le gouvernement aussi avait donc donné sa parole que je ne poursuivrai plus les élections, l'organisation unilatérale des élections. Ce régime n'a aucune parole. Est-ce que ce n'était pas les deux consensus auxquels vous étiez parvenus? Ce régime n'a aucune parole. Et les tenants du pouvoir ont toujours ravalé leurs engagements. Ils ont toujours passé outre les engagements qu'ils ont pris. Et c'est la même chose qu'ils viennent de faire au vu et au su de tout le monde. Et je pense que c'est vrai que le peuple togolais n'avait pas été très chaud de voir la coalition participer à un dialogue de plus, parce que ça n'avait jamais rien donné. Mais cette occasion-là révèle la duplicité de ce régime et son manque de confiance qu'il n'inspire plus. Il n'inspire plus confiance. Et ça met à nu leur mode de fonctionnement qui est fait de duplicité et de manipulation. Maintenant, c'est vrai que cette situation met la coalition dans une difficulté, puisque nous n'avons plus la latitude de manifester en toute liberté sans se faire agresser, sans se faire violenter. Il nous revient, parce que c'est notre responsabilité, parce que c'est la coalition qui a aussi ouvert cette porte-là, eh bien, il nous revient de trouver d'autres moyens pour que la liberté des Togolais soit de nouveau active en matière de possibilité de manifestation pacifique. Et ces autres moyens? C'est à cela que nous nous attelons. Il faut les trouver, il faut être ingénieux, il faut être imaginatif, il faut être inventif. En tout cas, il faut que le génie créateur du Togolais s'exprime une fois de plus pour que cette lutte qui a été engagée, eh bien, ne périclite pas de cette manière-là. Allez-vous défier donc l'autorité de l'État? L'autorité de l'État a toujours été excessive au Togo.
La force de l'État, la force publique a toujours été excessive au Togo. Et il faut que les choses reviennent à des justes mesures. Quand on pousse un peuple dans ces derniers retranchements et qu'on l'empêche toute possibilité d'expression et de liberté en toute indépendance, on pousse les gens à l'extrémité, on pousse les gens à des actes de désespoir. C'est ce que le régime recherche, que des Togolais décident un jour d'aller prendre les armes, comme cela a été recommandé par certains d'entre eux. C'est ça l'objectif poursuivi par ce régime. S'ils jouent avec le feu, peut-être qu'un jour ils finiront par se faire brûler les doigts. Alors, monsieur Nathaniel Olympio, vous aviez certainement rencontré les diplomates accrédités au Togo, notamment le groupe des 5, et ces temps-ci, il nous revient que un de ces diplomates aurait tenu un propos et cela vous fâche. Alors, qu'est-ce qui a été dit et cela vous met dans tous vos états? Vous parlez de moi? Oui, vous et y compris les autres membres de la coalition. Oui. Nathaniel Olympio se ne met jamais dans tous ces états. Parce qu'il faut traiter les choses d'un pays avec beaucoup de sérénité et c'est ce que je m'attelle à faire. Il est indéniable que au Togo, assez régulièrement, nos partenaires ont toujours conseillé, poussé à ce que les crises différentes que nous connaissons soient résolues par une participation aux élections. Et ça a toujours été le cas. Et l'expérience aussi a montré que aucune de ces élections n'a apporté de solution aux crises togolaises. Bien au contraire, les périodes électorales sont des périodes à haute tension où la crise est souvent exacerbée et c'est à cette époque-là, à ce moment-là, qu'il y a beaucoup d'exactions des forces de sécurité sur les populations. Aujourd'hui, où nous sommes en face d'une crise ouverte sans précédent, dans l'ampleur des manifestations et des populations, dans la détermination de la contestation, si l'on impose au pas de charge, sans aucun consensus, sans aucune participation de la coalition à l'organisation de ces élections ou à ce référendum, eh bien, je peux vous garantir que cela ouvre la porte à des risques majeurs sur le pays. On ne peut pas accepter cela, on ne peut pas voir sans réagir que le pays soit conduit dans une impasse qui va être préjudiciable à l'ensemble des populations togolaises. C'est pour ça que nous avons exprimé ouvertement et très franchement à nos partenaires que la question électorale ne peut pas être la voie de sortie de crise. Il faut absolument que l'on prenne en considération les problèmes constitutionnels, les problèmes institutionnels avant de pouvoir aborder le cadre électoral. Mais si l'on veut commencer par la fin, eh bien, on va tout faire à rebrousse-poil et on va finalement se retrouver dans des conditions difficiles pour tout le monde. La question électorale, elle est indispensable parce que c'est ça qui rythme la vie démocratique d'un pays, mais pour qu'il en soit ainsi, il faut que des conditions soient réunies. C'est quoi ces conditions? Oui. Il faut que nous ayons des institutions qui participent à ce processus électoral qui soit crédible, qui fonctionne sans être assujettis à l'exécutif, sans être affidés à l'exécutif. Il faut que nous ayons une CENI, puisque nous en avons une, il faut que nous ayons une CENI qui soit véritablement indépendante et non qui soit l'appendice du ministère de l'administration territoriale, où le ministre de l'administration territoriale fait en toute liberté ce qu'il veut à la CENI. C'est lui qui prend les décisions, c'est lui qui fait venir les experts, chef manipulateur de ceci, chef tripatouilleur de fichiers électoraux. On ne peut pas imposer au peuple togolais d'aller aux élections dans ces conditions. Et est-ce que vous avez pu étaler tout ce que vous venez de dire aux diplomates qui vous ont rencontrés? Oui, nous avons dit exactement la même chose. Ils vous proposaient d'aller aux élections. Mais vous avez lu leur déclaration. En substance, j'y ai lu dépasser les questions de principe et aller aux élections.
même si derrière cela, certaines déclarations, et je note particulièrement la déclaration de l'ambassadeur de France au sortir de sa rencontre avec le président de l'Assemblée nationale, il disait que les réformes devaient être faites. En gros, l'idée, c'était que ça devait se faire ensemble avec l'opposition. Donc, tout cela vient nuancer cette déclaration qu'ils avaient faite, qui était plus rigide. Ça veut dire que il y a également une écoute à l'expression de la coalition et que ce que nous disons, ça ne tombe pas toujours dans l'oreille d'un sourd. Mais vous avez évoqué le cas de l'Allemagne. Oui. Et je voudrais dire un mot sur ce cas particulier. Je suis persuadé que les Togolais ont encore en mémoire les positions successives prises par les 3 différents ambassadeurs qui sont passés au Togo, où l'un d'entre eux n'a pas hésité à qualifier le régime togolais de démocratie qui peut servir d'exemple dans la sous-région. Oui. Je crois que cela a beaucoup heurté les Togolais, qui souffrent et qui savent qu'ils sont dans une dictature. On ne peut pas accepter qu'une ambassade, aussi prestigieuse soit-elle, puisse tenir des propos de mépris à l'égard d'un peuple qu'il a reçu en amitié. Oui, c'est pour cela qu'ils le disent sans se baser sur des faits véritablement vérifiés. C'est quand même un pays qui a tous les moyens, tous les leviers possibles. Moi, je suis persuadé que cette déclaration ne reflète pas la position du gouvernement d'Allemagne. Et c'est pour ça qu'il serait bon que la coalition ait l'opportunité d'échanger avec les autorités allemandes directement, comme ça a été le cas en France ou aux États-Unis, et pour que nous expliquions aux autorités allemandes le fondement de ce qui se passe au Togo et pas que simplement ce que les ambassades leur rapportent à leur manière, avec leur lecture des choses. Et ce serait une bonne occasion pour que les Togolais et les Allemands se parlent les yeux dans les yeux et en toute franchise. Je pense que ça lèverait beaucoup d'équivoques et beaucoup de malentendus quant aux déclarations qui sont faites à gauche et à droite. Mais quand même, M. Nathaniel Olympio, vous le savez très bien et si bien qu'un diplomate ne peut pas tenir des propos sans avoir l'aval de son supérieur. Oh, vous savez, les choses ne sont pas toujours aussi limpides. Oui, les choses ne sont pas toujours aussi limpides. Alors, la coalition a décidé d'observer une trêve il y a environ 3 semaines. Quelles en sont les motivations précises? Messieurs et dames, nous en parlons tout de suite avec notre invité, c'est tout juste après la pause. Audi Actu. Et du lundi au vendredi, de 7h à 8h20 sur Victoire FM. Audi Actu, messieurs et dames, retour donc en studio avec notre invité ce matin, c'est le président national du Parti des Togolais, monsieur Nathaniel Olympio. Encore une fois, monsieur le président, je vous ai posé la question de savoir, la coalition depuis un bon moment, disons pratiquement 3 semaines, n'appelle plus à des manifestations de rue. Est-ce une trêve, vous observez, ou bien une pause? Ni l'un ni l'autre. Non, ce n'est pas une trêve. Vous avez constaté que la dernière fois que nous avons appelé à manifester, la dernière fois que nous avons informé le gouvernement de notre intention de manifester, ce régime s'est précipité pour diffuser dans les réseaux sociaux nos échanges de correspondance, ce qui a fait croire aux populations que nous avions appelé les populations à manifester, ce qui n'était pas le cas. Parce que lorsque nous mettons en place un processus de manifestation, nous adressons les correspondances au ministère et nous émettons également un communiqué pour appeler les populations à manifester. Et tant que nous n'avons pas franchi cette étape d'appel des populations à manifester, donc c'est que la manifestation n'est pas effective. C'est pour cela que la dernière fois, nous avons dû dire aux populations que nous n'avons pas appelé à manifester. C'est vrai que la coalition a été en possession d'un certain nombre d'informations qui nous ont amenés à prendre cette décision de surseoir à cette manifestation-là. Et nous sommes partis sur la dynamique de refonder un peu notre façon de faire et de
tenir compte de la réalité du terrain, c'est-à-dire les violences que l'État n'arrête pas d'exercer, et pour ne pas exposer inutilement les populations non plus, et de prendre en compte tout cet environnement-là afin de réadapter la manière dont nous manifestons. Mais soyez sûrs que très prochainement, les populations seront encore sollicitées pour contester la gouvernance du Togo et pour encore aller dans le combat pour la liberté et la démocratie. Et vous disiez tout à l'heure que c'est suite à des informations concordantes que vous aviez eues, que vous avez décidé donc de surseoir aux manifestations. Ce qui voudra dire? Ce qui voudra dire que nous sommes des responsables et que nous n'allons pas simplement tête baissée dans les choses et que nous sommes aux aguets, nous sommes à l'affût de tout ce qui est élément qui contribue à influencer d'une manière ou d'une autre les manifestations que nous organisons en matière de sécurité, en matière d'objectifs, en matière de réussite. Eh bien, nous tenons compte de tout cela pour décider de faire ou de ne pas faire. Permettez-moi que je ne puisse pas aller dans des détails sur les antennes, mais sachez que les manifestations que nous faisons portent des fruits et ne laissent pas le régime dormir. Et c'est pour cela qu'ils sont si violents, c'est pour cela qu'ils sont si agressifs, et c'est pour cela qu'ils sont si excessifs dans l'utilisation de la force. Mais nous devons tenir compte aussi de toutes ces réalités-là pour nous adapter sur le terrain. Est-ce que vous avez débattu de cette peur ou cette crainte-là avec ceux avec qui vous échangez le plus souvent par rapport aux manifestations? Généralement, le gouvernement délègue, en tout cas, dépêche un certain nombre de personnes pour vous rencontrer. Je crois que tout le monde voit de quelle manière l'État exerce la violence pour empêcher les manifestations. Tout le monde voit comment l'on déverse des contingents de gendarmes et de militaires sur les points de départ et même dans les quartiers, les veilles de manifestations. Cette violence-là, elle est évidente et elle est de notoriété. D'ailleurs, le régime est tellement imbu qu'ils ne cherchent même plus à cacher ces violences qu'ils exercent sur la population. Oui, tout le monde est au courant, nous en parlons, et c'est pour cela qu'en toute responsabilité, nous tenons compte de tous les facteurs qui concourent à l'organisation d'une manifestation. Et que répondez-vous donc à ceux qui estiment que des partis membres de la coalition sont en pré-campagne pour le référendum, les législatives et les locales? Puisque depuis cette pause, suspension, on voit un certain nombre de partis sur le terrain. C'est une grande question que vous posez et je vais vous répondre de la manière la plus simple. Au sein de la coalition, dans nos discussions et dans nos décisions, nous avons unanimement décidé de ne pas répondre à l'appel du régime d'aller à une quelconque élection ou référendum. C'est pour ça que aucun d'entre nous n'a envoyé de candidat à être son représentant à la CENI. Ceci dit, je pense que si un parti commettait l'erreur de décider de participer à une élection, peut-être parce que le régime aurait fait de fausses réformes à minima pour appâter les gens, le parti qui s'inscrirait dans cette démarche-là répondra devant le peuple togolais. Je pense que le peuple togolais aujourd'hui mature et sait ce qu'il veut et pour que des situations de cette nature où certains d'entre nous sortiraient du rang pour participer presque clandestinement à des pré-campagnes ou à une élection, je pense que ce parti le paierait extrêmement cher aujourd'hui. Parce que le Togolais le prendrait comme une trahison. Le Togolais le prendrait comme s'il l'avait livré aux autorités togolaises pour être encore une fois traité dans la dictature. Personne n'accepterait cela. Donc, les partis qui sont sur le terrain en train de mobiliser, remobiliser vos citoyens, disons vos militants, ne sont pas en pré-campagne. La mobilisation est toujours quelque chose d'important pour que le jour où il y a des manifestations, il puisse avoir les citoyens massivement dans les rues. Mais, je dis mais, si cela devrait se
traduit pour certains par une pré-campagne, et je ne suis pas certain que ce serait la bonne lecture. Le dialogue est enrhumé depuis le 23 mars dernier, Monsieur le Président. Qu'est-ce qui constitue aujourd'hui le cheveu dans la soupe que ni la coalition, ni le régime, vous n'arrivez toujours pas à enlever? La coalition n'a jamais été le maître d'œuvre de ce dialogue. Nous avons été sollicités pour y participer et ce sont les facilitateurs qui nous ont toujours donné le là pour être présents à une réunion ou à une rencontre. Donc aujourd'hui, cette question-là, je pense que c'est surtout aux facilitateurs, aux deux facilitateurs maintenant, et le président Nana Akufo-Addo du Ghana qui fait un gros effort pour nous aider, et le président Alpha Condé de la Guinée qui a aussi été confirmé dans ce rôle de facilitateur. Ce sont eux qui ont la clé du rythme d'avancement de ce dialogue-là. Donc la coalition n'a aucune responsabilité dans l'impasse, le surplace que faites aujourd'hui? Je ne sais pas si le facilitateur distribue des bons points ou des mauvais points aux deux protagonistes. Ce que nous observons, c'est ce manque total de volonté de ce régime de s'ouvrir. Le régime est complètement fermé et dans ce cas, aucun dialogue dans ces conditions ne peut donner de résultats. Et moi, j'ai toujours exprimé mon scepticisme parce que quand je vois les déclarations du chef de l'État en personne et de ses principaux ministres, cela ne montre pas qu'ils ont la disponibilité de s'ouvrir un peu en matière de démocratie, en matière de rotation du pouvoir. Et quand c'est ça l'esprit qui nourrit la participation à un dialogue, il n'y aura jamais de solution à travers ce dialogue-là. En tout cas, pas ce dialogue et dans cette manière, dans ce format-là. Il faut trouver d'autres choses. Il faut être aussi capable d'exercer plus de pression sur ce régime parce que nous n'obtiendrons strictement rien de ce régime s'il n'y a pas davantage de pression à l'intérieur du pays, également à l'extérieur du pays. Alors là, les facilitateurs, leur travail sera un travail à volo? Mais en tout état de cause, à un moment ou à un autre, les protagonistes s'asserront toujours pour se parler. Ah, justement. Et là, à un moment ou à un autre. Oui, une rencontre a été annoncée ce mardi entre le président ghanéen Nana Akufo-Addo, qui est un des facilitateurs dans la crise togolaise, et une délégation de la coalition. Mais rapidement, ce regain d'espoir semble être estompé. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Il s'est simplement passé que la rencontre qui était prévue a été reportée. Et c'est le facilitateur qui invite à une rencontre. Est-ce que c'est le facilitateur qui vous a invité ou bien c'est la coalition qui l'a sollicité? Alors... oui, les Togolais veulent comprendre cet aspect de la chose. Mais ils comprendront lorsque je vais l'expliquer maintenant. Et vous savez, le 14 avril, il y a eu la conférence des chefs d'État de la CEDEAO ici à Lomé. Oui. Le jour où on gazait les leaders de l'opposition et on les séquestrait au siège du parti de la CDPA. Et ce jour-là, les chefs d'État de la CEDEAO qui ont assisté à cette répression ont confirmé le président Nana Akufo-Addo et le président Alpha Condé comme étant les facilitateurs dans la crise. Depuis ce jour, rien ne s'est produit. C'est vrai que la coalition, à un moment donné, il y a déjà quelque temps, a pris contact avec le président Nana Akufo-Addo pour s'enquérir de la suite des choses. Et bien, on peut estimer raisonnablement que cette invitation du président Nana Akufo-Addo va dans la suite de cette initiative qui avait été prise. Mais je pense que même si la coalition n'avait pas posé ce acte-là à un moment donné, le président, le facilitateur aurait de toute façon, à un moment donné, demandé à rencontrer la coalition et c'est ce qui a été fait. Malheureusement, ça n'a pas pu être effectif, cette rencontre. Mais oui, et voilà, le président reportait la rencontre sans pour autant vous fixer sur une date ultérieure. Est-ce à dire que c'est un manque de considération vis-à-vis de la coalition ou bien on ne vous prend pas au sérieux? Des chefs d'État peuvent avoir des rendez-vous et que des événements qui se produisent
empêche cette rencontre d'avoir lieu. Et ce n'est pas nécessairement un manque de considération. Les choses de l'État, sachez que le président Nana Akufo-Addo dirige un pays qui a ses propres réalités, qui a ses propres contraintes. Et donc, je peux parfaitement comprendre qu'une urgence ne lui est pas permis d'honorer le rendez-vous, mais je suis persuadé que ce n'est que partie remise. Non, ce n'est que partie remise. Et nous allons prendre maintenant les intervenants sur le 22, 21, 80, 99, 92, 02, 80, 63. Monsieur Pelé, bonjour. Bonjour. Oui, comment allez-vous? D'accord, nous vous écoutons, Pelé. Bon, c'est pour dire à l'invité que moi, ce que je voulais dire, ce dialogue. Moi, je fais partie des pessimistes et un spectateur pour ce dialogue. Mais ce que je souhaite, c'est que ça réussit. Bon, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on dit que l'opposition va raconter à son Nana Addo. Si vous allez chez M. Nana Addo pour lui dire que, Monsieur le Président, faites tout possible comment vous organisez les élections dans votre pays, le Ghana, on organise ça ici, au Togo. Comment faire pour organiser les élections, le fichier électoral, le cadre électoral. Il ne faut pas aller demander à Nana Addo de venir faire ce qu'on a fait ici. Il ne peut pas le président de la République. Merci. D'accord, bien noté, cher ami Pelé. Et nous allons prendre Komi. Bonjour. Oui, monsieur Vincent, bonjour. Oui, nous écoutons. J'aimerais poser une question à notre invité. Oui. Un de nos vers de l'hymne national dit « Togo debout, luttons sans défaillance », n'est-ce pas? Mais il fait un bon moment que Afrobaromètre sort des résultats que l'opposition n'arrive pas à utiliser à bon escient. On nous a dit dans ce pays, 85% des Togolais veulent les réformes. Ça veut dire qu'il y a une minorité de 15% qui ne veut pas les réformes. Est-ce qu'ils ont travaillé sur ce pourcentage-là? La dernière fois, Afrobaromètre dit encore qu'il y a 53% des Togolais du Parti uni qui ne veulent pas voir leur président se présenter en 2020. Supposons qu'il reste 47%. Est-ce que les 14 partis réunis sont capables de sensibiliser les 47 là ou bien moins que ça qui reste pour que tout le Togo bouge? Est-ce qu'ils travaillent là-dessus? Je ne les vois pas. Moi, je ne les vois pas. D'accord. Bien noté. Nous allons prendre M. Gado. Bonjour. Bonjour, Jean-Pierre. Oui. Bonjour, Président. Bon, j'ai écouté hier une nouvelle et le professeur et le docteur Hugh disant que vous envoyez des gens devant les ambassades manifester et ils sont filmés. Après, on ne leur accordera jamais de visa. Est-ce que vous pouvez répondre à tout? Aujourd'hui au Togo, si on a une bonne démocratie, nos ports, nos pétroles, tout ça, c'est les gens qui vont venir ici. Il est venu trouver dans un monde tout vieux. Une bonne journée. Bien noté. Et nous allons prendre le dernier intervenant pour le compte d'aujourd'hui. Allô? Allô, Joachim. Oui, bonjour, monsieur. Eh oui, bonjour, c'est Oui. Akadiao Cézine. Pardon? Akadiao Cézine. Cyril. Cézine Akadiao. Ok, allez-y. Je voudrais intervenir par rapport au sujet d'Israël et de la Palestine. Moi, je suis un des acteurs qui a fait la campagne du président Donald Trump et je le soutiens fermement. Si le président ou le gouvernement togolais soutient Trump par rapport à Jérusalem comme ville hébreuse, moi, j'héritais mon engagement total pour les soutenir. Parce que dans les écritures, toi-même, Jacin, la fois dernière, avec le pasteur Edo, vous avez dit que vous êtes des pro-Trump. Si j'ai bien mémoire. Oui, voilà. Maintenant, la question de manière précise à l'invité. Non, je pense qu'il n'ont qu'à voir cette question-là. Ce n'est pas que le gouvernement est en train de faire des amalgames pour avoir des points auprès des États-Unis ni de Israël. Merci beaucoup, Sévi, puisque contraint de temps, disons le temps oblige. Alors, vous envoyez les manifestants manifester, en tout cas les Togolais manifester devant les ambassades, ils seront filmés et après, jamais ils n'obtiendront le visa. Est-ce que vous mesurez l'ampleur ou bien cet aspect de la chose? Mais les Togolais
ont le droit d'exprimer leur mécontentement. Et je peux vous dire que les 7 millions de Togolais que nous sommes n'aspirent pas nécessairement à sortir de ce pays pour aller vivre ailleurs. Et vous ne pouvez pas vous en tenir à une question de visa pour vous asseoir sur vos droits qui sont piétinés. Vous ne pouvez pas mettre dans la balance le fait que une ou deux personnes puissent ne pas avoir un visa pour fermer les yeux sur la violation des droits de l'homme. Et je vais même ajouter que les pays qu'on l'on sollicite pour les visas, qui sont généralement des pays où la démocratie est en œuvre, eh bien, ces pays comprennent parfaitement que des citoyens puissent venir s'exprimer devant chez eux pour exprimer une colère. Donc si les citoyens manifestent devant les ambassades, cela ne sera forcément pas synonyme de refus de visa. À partir du moment où l'intégrité de ces ambassades sont respectées et que leur droit à être sur notre espace, à être sur notre territoire est respecté, eh bien, les Togolais ont tout à fait le droit d'exprimer leur mécontentement. Voilà, quelque part dans l'hymne togolais, il est dit « Togo debout, luttons sans défaillance ». Afrobaromètre sort des rapports en disant 85% des Togolais veulent les réformes, 53% des partisans de UNIR ne veulent pas voir M. Fogna Singbe encore candidat en 2020. Est-ce que vous travaillez sur ces pourcentages? Je vais même le corriger. Ce n'est pas 85, c'est 87. D'accord. Il y a évolution. 85, c'était en 2015. Aujourd'hui, c'est en 87. Oui. Et bien entendu, nous sommes très attentifs à cela. Et les Togolais l'expriment d'ailleurs, ce pourcentage-là traduit comment les Togolais sortent massivement pour manifester. Et nous, en tant que responsables politiques, notre rôle, c'est de canaliser toute cette énergie des Togolais qui s'expriment. Pour nous, le rôle, c'est d'être capable de porter cette énergie-là pour en faire un résultat, pour obtenir des résultats. On vous demande aujourd'hui d'aller, dès lors que vous allez rencontrer le président ghanéen, dites-lui, monsieur le président, le Togo veut organiser les élections à l'instar du Ghana pour que tout soit propre, clean et correct. Oui, c'est ce que nous demandons, c'est pour ça que nous nous battons. Quand nous disons que nous voulons la révision du cadre électoral, ça veut dire cela. Est-ce que vous l'avez dit au président ghanéen que nous voulons organiser les élections tout comme le Ghana le fait, sans conteste? Nous voulons que le Togo puisse avoir des élections crédibles et transparentes. Il ne s'agit pas de faire comme tel pays ou tel autre pays. Il s'agit de respecter les règles démocratiques et d'obtenir une élection qui soit sincère dans ses résultats. C'est pour ça qu'on se bat. Monsieur Nathaniel Olympio, nous sommes arrivés à la fin de l'émission, mais ma toute dernière préoccupation, est-ce qu'au niveau de la coalition, vous envisagez déjà de dépêcher une délégation pour aller rencontrer M. Fogna Singbe et débattre de ces questions? Je ne pense pas que un seul membre de la coalition refuse de parler avec le chef de l'État sortant. Je ne pense pas. Mais ceci dit, il y a un facilitateur, il y a des facilitateurs qui permettent que ce dialogue-là puisse s'établir. Et s'ils estiment que le tête-à-tête direct est indispensable, je ne pense pas que la coalition dirait non. On attend donc de voir ce que les recommandations de la CEDEAO diront en juin prochain. Merci, monsieur Nathaniel Olympio, d'être venu chez nous ce matin. Merci de m'avoir reçu. Merci à vous, messieurs et dames, qui nous avez reçus également chez vous sur la 96.3, Victoire FM, également reçu sur le www.radiovictoire.fm. Merci. Mais sans IT derrière la baie vitrée, merci à tous qui nous avez reçus chez vous. Le journal en éveil, c'est tout de suite à partir de 9h avec Ernestine Akogo, Jacob Ahama. Au revoir et bonne journée à toutes et à tous.